18 h, bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Sans plus tarder, les titres de ce journal. Mali, à Bamako, la rue gronde toujours. Des milliers de manifestants sont sortis. Ils demandent le retrait de leur pays de la CEDEAO. Tunisie, le président du Parlement tunisien dissous, Rached Ghannouchi, a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État après la tenue d'une séance plénière malgré le gel de la Chambre depuis fin juillet par le président Kais Saied. Dossier ukrainien, nouvelle tentative d'évacuation de civils aujourd'hui à Mariupol par l'organisation de la Croix-Rouge après un premier échec constaté hier. L'Union européenne qui appelle Pékin à ne pas interférer dans les sanctions occidentales visant la Russie, avertissant que tout soutien à Moscou ternira gravement la réputation de la Chine en Europe. Nous entamons cette édition par la situation au Mali. À Bamako, la rue gronde toujours. Des milliers de manifestants sont sortis pour demander cette fois le retrait de leur pays de la CEDEAO, organisation fustigée par les manifestants maliens qu'ils estiment être à la solde du colonisateur français. Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a assuré que les 24 mois fixés par les autorités maliennes comme durée de la transition ne sont pas négociables. Sohila Kilal. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga était clair, les 24 mois fixés par les autorités maliennes comme durée de la transition ne sont pas négociables. Il s'est adressé à des milliers de manifestants sortis à Bamako, demander le retrait du Mali de la CEDEAO. Les organisateurs de cette manifestation populaire estiment qu'il est inconcevable, je cite, que le Mali puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui malheureusement ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. Il demande donc l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO au Mali, le retrait pur et simple du Mali de cette organisation, la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté et la fermeture, puis la nationalisation de toutes les entreprises nationales françaises au Mali. Pour rappel, les dirigeants de la CEDEAO avaient pris le 9 janvier dernier un panel de sanctions économiques et politiques à l'encontre du Mali. Ces mêmes sanctions ont été renouvelées à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO le 26 mars à Accra, au Ghana, exigeant un nouveau chronogramme de la période de transition étalée sur 12 à 16 mois. Ce que les autorités de la transition malienne avaient catégoriquement refuté, proposant un chronogramme incompressible de 24 mois. L'armée malienne a annoncé vendredi avoir tué 203 terroristes et interpellé 51 autres suite à une opération d'opportunité aéroterrestre de grande envergure menée du 23 au 31 mars dans la zone de Moura, à 17 km au nord-est de Kouakourou, dans le cercle de Djenrey. Cette opération a permis également de saisir d'importantes quantités d'armes et de munitions, en plus de 200 motos qui ont été brûlées, ajoute l'armée malienne dans un communiqué. Et alors que le gouvernement burkinabé avait refusé l'ultimatum fixé par la CEDEAO, qui est d'ailleurs arrivé à expiration hier vendredi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, au pouvoir dans le pays, a déclaré que le calendrier de la période de transition de 36 mois pourrait être revu si la situation sécuritaire s'améliorait. Mohamed Amina Berkan. Cela fait 2 mois que le Burkina Faso a entamé sa marche résolue vers la refondation. Dans un message télévisé à la Nation, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a souligné qu'aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire, et cela en réponse à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préoccupée par cette durée. La durée de la transition, décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité
qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal. Pour Paul-Henri Damiba, les motivations, les convictions et les idéaux n'ont pas régressé, mieux, ils se sont décuplés. Damiba dira qu'il était absolument nécessaire au cours de ces 2 mois écoulés d'asseoir un minimum de cohérence interne de l'administration, une façon de redonner de la crédibilité au gouvernement central. Nombre de nos concitoyens ont pu interpréter cette période comme un temps de latence ou même comme une déviation de nos objectifs et engagements originels. Il était absolument nécessaire, au cours de ces 2 mois écoulés, d'asseoir un minimum de cohérence interne de l'administration centrale, tout comme il était capital de rassembler les Burkinabés. Le président de la transition a invité les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à accompagner et à soutenir le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme afin que soient réunies le plus rapidement possible les conditions d'organisation d'élections libres, transparentes et sécurisées. Tunisie, le président du Parlement tunisien dissous, Rached Ghannouchi, a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État après la tenue d'une séance plénière malgré le gel de la Chambre depuis fin juillet par le chef de l'État. Cette décision a été prise quelques heures après la tenue d'une réunion virtuelle de 120 députés à l'appel d'une instance de direction du Parlement, bravant la suspension des activités de l'Assemblée. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a menacé vendredi d'expulser l'émissaire permanent des Nations Unies à Khartoum, Volker Perthes, accusé d'ingérence dans les affaires soudanaises. Selon un communiqué de l'armée, Perthes doit arrêter d'outrepasser le mandat de la mission de l'ONU et mettre fin à son ingérence flagrante dans les affaires soudanaises, ce qui pourrait le mener à son expulsion du pays, a déclaré le général al-Burhan, chef de l'armée. Palestine, 3 Palestiniens ont été tués ce samedi matin par les forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le mouvement de résistance palestinien, le Djihad islamique. Les 3 Palestiniens sont membres du Djihad islamique. Nous pleurons la mort de nos 3 combattants héros, a indiqué la branche armée du mouvement de résistance, précisant que 2 d'entre eux venaient de Jénine et 1 de Toul-Karem. La politique d'assassinat menée par l'ennemi en Cisjordanie et Al-Quds occupée ne lui fournira pas la soi-disant sécurité, a indiqué de son côté le mouvement palestinien Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis 15 ans. Palestine, toujours 2 résolutions sur la Palestine. Droit à l'autodétermination et illégalité des colonies ont été adoptées vendredi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'issue de sa 49e session à Genève. L'adoption par le Conseil des droits de l'homme des 2 résolutions à la grande majorité est un signe positif et un pas vers la bonne voie pour prouver que le droit international ne doit pas être divisé, a réagi le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Riyad Al-Maliki dans un communiqué. Une trêve de 2 mois est entrée en vigueur ce samedi au Yémen en vertu d'un accord entre la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Houthis, engagés dans une guerre dévastatrice depuis près de 8 ans. Un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts selon l'ONU et poussé ce pays pauvre de la péninsule arabique au bord de la famine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'accord des parties au conflit au Yémen sur une trêve de 2 mois. Guterres a estimé que cette trêve ouvre la porte à la satisfaction des besoins humanitaires et économiques urgents du Yémen et créer une opportunité de relancer le processus politique du Yémen.
Le gouvernement yéménite a indiqué vendredi être prêt à rouvrir l'aéroport international de Sanaa contrôlé par les éléments du mouvement Ansarullah. Le ministre yéménite des Affaires étrangères Ahmed Awad bin Mubarak a dit que son gouvernement était prêt à accueillir favorablement les propositions suggérant la libération des prisonniers, la rouverture de l'aéroport de Sanaa et la libération des navires pétroliers dans le port de Hodeïda. Et l'Algérie, de son côté, qui a salué ce samedi la trêve à laquelle sont parvenus les parties au conflit au Yémen, souhaitant que cette initiative constitue une étape importante pour parvenir à un accord durable qui garantisse un règlement global de la crise dans ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Dans le dossier ukrainien, nous allons nous intéresser aux opérations d'évacuation. Après un premier échec constaté hier, l'organisation de la Croix-Rouge prépare une nouvelle tentative d'évacuation de civils de la ville de Mariupol ce samedi. Néanmoins, plus de 3000 personnes ont pu fuir la ville en bus et en voiture privée, selon les autorités ukrainiennes. Plus de détails avec Amitouta. Une campagne d'évacuation de civils qui peine à s'effectuer à Mariupol. Dans cette ville dévastée par le conflit, la première opération de sortie de civils a échoué selon la Croix-Rouge, ce qui a poussé l'institution humanitaire à tenter une autre campagne ce samedi pour aider à faire sortir le maximum de personnes vers la ville de Zaporijie, qui se trouve à plus de 200 km de Mariupol. Plus de 3000 Ukrainiens ont pu quitter la ville portuaire par leurs propres moyens vers d'autres régions sécurisées et les pays limitrophes. Sur le terrain, et même si les violences des combats semblent diminuer dans certaines régions, le président Volodymyr Zelensky parle d'une situation critique dans l'est du pays, notamment à Kharkiv. La deuxième plus grande ville connaît des combats intenses, principalement dans les faubourgs nord, qui ont subi des frappes d'artillerie. Pour les habitants restés dans la ville, le métro et les bunkers servent d'abri pendant les bombardements et les frappes. Pas loin de Kharkiv, dans la ville russe de Belgorod, Moscou avait accusé les forces ukrainiennes d'être derrière l'attaque d'une raffinerie de pétrole qui se trouve dans la ville russe. Selon Moscou, 2 hélicoptères ukrainiens ont ciblé le site pétrolier, ce qui a poussé les autorités à faire évacuer les civils de la zone visée. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, le Britannique Martin Griffiths, sera dimanche à Moscou, a annoncé vendredi le chef des Nations Unies Antonio Guterres. Il sera à Moscou dimanche et après il ira à Kiev, a déclaré à quelques journalistes le secrétaire général de l'ONU, en rappelant qu'il lui avait donné récemment pour mission de rechercher un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. L'Union européenne se montre critique vis-à-vis de Pékin. Les 27 veulent convaincre la Chine de renoncer à aider Moscou pour contrer les sanctions des Occidentaux. La Chine affirme que les sanctions risquent d'entraîner une guerre économique dans le monde. Mohamed Ali Ben Shaben. L'Union européenne veut persuader la Chine de rencontrer à aider la Russie pour contrer les sanctions occidentales, avertissant que tout soutien à Moscou ternira gravement la réputation de la Chine en Europe. Pékin ne l'entend pas de cette oreille. La Chine n'est pas une partie liée à la crise de l'Ukraine et nous ne pensons pas que notre commerce normal avec un autre pays doit être affecté. Même l'Europe a mené un commerce normal avec les Russes. Vous n'avez pas arrêté tout votre commerce avec les Russes et donc notre commerce normal avec Moscou ne devrait pas être affecté. Parce que les emplois et le niveau de vie de la Chine dépendent également d'un commerce normal avec tous les pays, y compris la Russie. Nous sommes contre les sanctions et les effets de ces sanctions risquent aussi de se répandre dans le reste du monde, entraînant des guerres monétaires, des guerres commerciales, des guerres financières. Pour les hauts responsables de l'Union européenne, la situation précaire politico-économique qu'a connue le monde ne fera l'affaire pour aucune partie. L'Union européenne et la Chine avons convenu ensemble que cette guerre menaçait la sécurité mondiale et l'économie mondiale. Cette instabilité n'est ni dans l'intérêt de la Chine, ni dans celui de l'Union européenne. Nous partageons la responsabilité en tant qu'acteurs mondiaux de travailler pour la paix et la stabilité.
Les échanges entre l'Union européenne et la Chine n'ont jamais été aussi immenses qu'en 2021. Avec 828 milliards de dollars de biens et services échangés, l'Union européenne absorbe 15% des exportations du géant asiatique, qui lui fournit biens manufacturés et composants cruciaux. La Chine représente 10% des exportations des 27, un marché clé pour les industriels européens, en particulier allemands. Santé, Covid-19, Chine toujours. La quasi-totalité des 25 millions d'habitants de Shanghai ont été confinés ce samedi en raison de la propagation du coronavirus, au moment où la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis 2 ans. La capitale économique est devenue ces derniers jours l'épicentre en Chine d'une nouvelle vague de contamination liée au variant Omicron qui a commencé à s'accélérer début mars. Pour éviter un confinement total préjudiciable à l'économie, la mairie a d'abord fait subir aux 2 moitiés de la ville un dépistage général. La partie ouest de Shanghai, Puxi, a été confinée vendredi au moment où l'est Pudong devrait lever ses restrictions après 4 jours de confinement. Les autorités du Sri Lanka ont décrété samedi un couvre-feu de 36 heures sur l'ensemble de l'île alors que le pays est confronté à une grave crise de l'électricité et à une inflation croissante. Le couvre-feu entrera en vigueur avec effet immédiat de samedi 18h à lundi 6h alors que des manifestations sont prévues dimanche contre les pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Le président Gotabaya Rajapaksa a indiqué que l'état d'urgence a été décrété dans l'intérêt de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public et du maintien des fournitures et des services essentiels à la vie de la communauté. Sport, football, Champions League africaine avec 7 victoires de rang en toutes compétitions confondues. Le club algérien du CR Belouizdad, déjà qualifié pour le prochain tour, partage la première place du groupe C avec l'ES Tunis, 11 points chacun. Le CRB qui jouera ce soir face justement à l'ES Tunis pour s'emparer du poste de leader en vue de se donner les moyens d'affronter l'un des deuxièmes des groupes A, B et D en quart de finale. Le CRB qui reste sur un succès net et sans bavure à domicile face à l'autre représentant tunisien, l'OS Sahel, par le score de 2-0, devra rester vigilant face à l'Espérance qui aspire également à s'imposer pour terminer seul en tête. Football toujours, hier se déroulait le tirage au sort du prochain mondial Qatar 2022. Des rencontres très alléchantes sont au programme avec des groupes pour le moins équilibrés. Rappelons que le début de ce rendez-vous mondial est prévu pour le 21 novembre à Doha, au Qatar. Faisal Saleh. La Coupe du Monde 2022 est bien réelle. La première Coupe du Monde en terre arabe ne verra pas le nom et le drapeau algérien inscrit et levé par le comité d'organisation. Le tirage au sort du vendredi n'était pas un poisson d'avril, mais une réalité difficile à gober, où l'Algérie était présente seulement avec sa star, Rabat Majer. 8 groupes constitués de 4 nations chacun, 32 sélections au total, dont 5 africaines. Le Sénégal qualifié face à l'Égypte de Mohamed Salah, Jürgen Klopp commente. Je ne pense pas que ce qui s'est produit lors de la séance de tir au but et les jeux de laser avait lieu d'exister. Le Cameroun, sponsorisé par Gassama, Aliou Cissé a parlé de l'arbitrage subi par les Algériens. Le Maroc qui s'est... Dans le groupe A, on trouve le Qatar pays hôte, le Sénégal de Mané, les Pays-Bas, l'Équateur. Un groupe très compliqué où la mission du Qatar ne sera pas facile. Deuxième tour. Dans le groupe B, l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran. Et pour compléter le groupe, il nous faut un barragiste dont l'Ukraine est en lice. Le groupe B et le groupe politique. L'Argentine de Léo Messi, dans le groupe C, le Poulga de 34 ans peut encore rêver de l'or. Mais d'abord, il faut passer les adversaires du groupe. La Pologne de Lewandowski, l'Arabie Saoudite de Renard et le Mexique. La Tunisie a hérité le groupe D. Les Aigles de Carthage seront face à la France champion du monde, le Danemark et un barragiste. Le groupe E sera particulièrement relevé. C'est le seul où figurent 2 anciens champions du monde, à savoir l'Espagne et l'Allemagne. Le Japon se produira également dans cette poule, au même titre que le vainqueur de barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande.
Le groupe F, le Maroc de Halilhodzic sera face au Diable Rouge de Lukaku, la Croatie et le Canada. Le Brésil, la sélection la plus titrée au monde, n'aura pas non plus la tâche facile. La Seleção retrouvera deux de ses adversaires d'il y a 4 ans, en l'occurrence la Serbie et la Suisse. Le Cameroun complétera le tableau du groupe G. Dans le groupe H, le Portugal de Ronaldo, l'Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud. La mascotte Laïb est déjà prête pour accueillir le Mondial Doha. Fin de ce journal, merci de nous avoir prêté attention. Ne manquez pas tout de suite les couleurs du ciel, la météo présentée par Amel Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.